Seul expert aujourd'hui, c'est Laure Coudray-Laud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Erasmus et vous vous occupez également de France Éducation et Formation. Je suis ravie de vous avoir ce matin pour parler d'Erasmus. Évidemment, tout le monde se rappelle de l'auberge espagnole. Et j'ai découvert qu'on fêtait les 35 ans déjà d'Erasmus. C'était il y a quelques jours. Peut-être rappeler à nos auditeurs comment ce programme a été mis en place et combien de jeunes ont pu en profiter. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on vient de célébrer les 35 ans d'Erasmus+. C'est Erasmus+ aujourd'hui. Ce n'est plus l'Erasmus qui a démarré en 1987 et qui était réservé aux étudiants et aux professeurs. C'est aujourd'hui un programme beaucoup plus ouvert avec une possibilité pour l'ensemble des publics apprenants de partir en mobilité. Donc, quand on dit ça, c'est évidemment qu'on s'adresse aux élèves, qu'on s'adresse aux élèves de la voie générale ou de la voie professionnelle, qu'on s'adresse évidemment à leurs enseignants, qu'on s'adresse aussi aux apprentis et aux jeunes de la formation professionnelle. On s'adresse aussi à des adultes qui sont en requalification ou qui peuvent passer par Pôle emploi pour partir pour une mobilité et changer de métier. Alors, on va revenir sur ce Erasmus+, mais déjà, le programme Erasmus en lui-même, ça a été un succès phénoménal. Hein. Moi, j'ai lu 12 millions de personnes qui ont pu en bénéficier. C'était au départ les étudiants, et il y avait une image un petit peu élitiste, hein, quand on pense au film L'auberge espagnole. Ce sont au départ, peut-être revenir quand même à l'occasion des 35 ans, sur ce qu'a été ce programme mis en place il y a 35 ans. Oui, alors. Quand on démarre, évidemment, on est à 11 pays et c'est un très petit nombre d'étudiants et d'enseignants qui partent. Ils sont à peu près 900 pour toute l'Europe en 87. Et puis ensuite, le programme s'étoffe avec des programmes spécifiques qui concernent le scolaire, qui peuvent aussi concerner la formation professionnelle. Et désormais, c'est à peu près pour la France 100 000 mobilités qui peuvent se dérouler avec le nouveau programme Erasmus+. Oui. Alors, le programme Erasmus+ s'adresse, vous l'avez dit, à des adultes. Il n'y a pas de limite d'âge ? Aucune. Aucune. Et qui, en Europe d'éducation, on parle d'éducation tout au long de la vie. Donc on commence au préscolaire et puis on continue sur toute la période de possibles qualifications, requalifications. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on peut être concerné ou comment on fait justement pour pouvoir participer à ce programme d'Erasmus+. C'est quand on est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en reconversion professionnelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir partir ? Comment ça se passe ? Alors c'est assez simple, hein. On part toujours de l'établissement de formation, quel qu'il soit une école, qu'il soit un CFA, qu'il soit une université, et la personne s'adresse à un service qui est en charge des relations internationales. Et c'est avec eux que se construit la mobilité. Les établissements ont l'habitude de travailler en Europe de façon très intense, dans les 33 pays que couvre désormais le programme. Et donc, c'est ces appariements entre établissements qui permettent aux jeunes de choisir la destination de sa mobilité. Et ça se fait toujours de façon encadrée et sur des durées extrêmement variables. Les durées vont de combien à combien ? Quelles sont les durées ? Désormais, tout est possible. On peut partir, quand on est dans une maternelle, sur une semaine, et ça peut se faire en groupe avec évidemment les professeurs. Quand on est à l'université, ça peut être un semestre ou ça peut être davantage, ça peut être une année. On peut partir en formation dans une entreprise ou on peut partir faire des études. D'accord. La crise sanitaire a bloqué un petit peu le programme. Comment ça s'est passé ces 2 dernières années ? On va dire que ça s'est passé au rythme de la pandémie, mais que ce qu'on a constaté, nous, c'est que l'envie de faire des projets des établissements, il était toujours là et toujours très solide, et que les établissements ont montré une vraie dynamique à s'adapter.
Donc, ils ont souvent marié une mobilité un peu plus courte avec une mobilité qu'on appelle hybride, donc numérique, ce qui a permis aux jeunes de poursuivre sa mobilité, soit dans le lieu dans lequel il était déjà quand les établissements se refermaient, soit de travailler avec les équipes des établissements partenaires. Et ça, je crois que c'est la grande leçon. Enfin, on s'est tous adaptés au numérique, bien sûr. Mais dans les établissements de formation, il y a une vraie volonté en Europe de poursuivre ces mobilités et on a inventé des formes nouvelles de mobilité. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les jeunes, eux, ils ont très envie de repartir en mobilité physique. Ah bah oui, ça c'est évident, c'est le principe même d'Erasmus, c'est d'aller à la découverte d'autres cultures et d'autres pays. Avec le Brexit, l'Angleterre est toujours dans le programme ou elle est sortie du programme ? Le Royaume-Uni a un autre statut. Il était membre du groupe Erasmus+. Aujourd'hui, il est considéré comme un autre pays avec lequel il peut y avoir des relations, mais ça a changé la donne, évidemment. Évidemment. Les villes ou les pays les plus plébiscités ? Alors, on a des destinations phares pour les jeunes qui partent de France. Elles sont très classiques, c'est Espagne, Allemagne, Italie. Et puis ensuite, il y a beaucoup de redéploiements avec le retrait du Royaume-Uni vers les formations en anglais que pratiquent les pays du nord de l'Europe. Et puis, naturellement, on a des relations fortes avec l'Europe de l'Est. Oui, où là, il y a effectivement beaucoup de demandes. Sur un CV, c'est un bon point pour, là je parle des plus jeunes, d'être parti une année en Erasmus. Oui, c'est extrêmement reconnu de la part des employeurs. Ouais. Quand on est parti, vous mettez beaucoup l'accent sur la mobilité, mais nous, on met beaucoup l'accent sur les compétences acquises de cette mobilité. Ouais. Et évidemment, ces compétences, elles sont de nature très variée. On a appris en général, on a fait des progrès en langue, quoi qu'il arrive, puisqu'on a été dans un environnement différent. On a évidemment aussi fait des progrès de compréhension d'un milieu professionnel. On a bien marqué sa capacité d'autonomie. On est parti de chez soi. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un premier départ hors d'un lieu de confort qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. Donc, quelque part, on s'est mis pour la première fois en danger. Donc, de ça, on en retire évidemment des compétences particulières. On est aussi amené à travailler avec des cultures différentes, des regards différents sur un métier. Et ça, évidemment, ça change la donne. Dans les établissements que j'ai visités récemment au moment des Erasmus Days, les professeurs et les parents qui étaient consultés sur qu'est-ce que ça a apporté à votre fils ou à votre fille de partir 3 mois en Espagne, ils disaient tous, c'est très simple, c'est un gain de maturité formidable. Oui. Moi, ma fille, elle est revenue, c'est comme si elle avait gagné 2 ans de maturité. Et c'est en général très fort. C'est très fort et très, très profitable. J'évoquais ce cliché d'étudiants un peu aisés, venant de milieux aisés. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ces étudiants qui ont des familles un peu privilégiées sont plus favorisés et partent plus que les autres? On a un vrai défi aujourd'hui avec Erasmus+, pour la période 2021-2027. On a obtenu un financement européen très augmenté et la contrainte ou le lien avec cette augmentation, c'est qu'on aille chercher des publics qui ne sont jamais partis avec Erasmus+. Ouais. Donc c'est une dimension d'inclusion qui est extrêmement forte et c'est sur cette dimension d'inclusion qu'on sera jugé sur les 7 ans qui viennent. Ouais. Donc c'est un vrai travail pour notre agence. On a vraiment changé la façon de nous adresser au public. On est beaucoup plus en direct avec les familles et directement les jeunes ou les apprenants. On travaille aussi avec des bureaux territoriaux qu'on a mis en place pour essayer de créer un lien avec le terrain et faire en sorte que tous les établissements puissent proposer de l'Erasmus+ à leurs apprenants.
Et ça, c'est des choses qui vont faire bouger les lignes. Et c'est extrêmement important pour l'avenir de ce programme. Mais donc moi, j'ai découvert effectivement il y a peu de temps dans un article du Parisien cet Erasmus+. Je pensais que c'était réservé aux étudiants et c'est une bonne chose de communiquer sur ce programme de mobilité professionnelle. Il y avait cet exemple dans le Parisien d'une esthéticienne et d'un coiffeur qui sont partis à Amsterdam pour se faire embaucher. Est-ce que certains ne reviennent pas, décident de s'installer ? Alors, je crois que dans l'apprentissage, les mobilités qui sont très professionnalisantes, quand les jeunes ont la possibilité de partir sur des périodes assez longues, il y a souvent à la clé des propositions dans les pays d'accueil dans lesquels ils ont conduit cette mobilité. Alors, il y en a qui acceptent, puis il y en a d'autres qui rentrent. Et c'est un peu, on va dire, cette possibilité formidable qu'ouvre l'Europe pour commencer à s'insérer sur le marché du travail. Merci d'avoir été avec nous, Laure Coudray-Lhôte, donc directrice de l'agence Erasmus+, France Éducation et Formation. Merci à vous. Et donc, on va sur votre site. Tout est très bien expliqué pour ceux qui souhaiteraient y participer et qui se sentent concernés par ce programme. Merci à vous.